tiens, je vous montre une image qui nous a interpellés aujourd'hui. Vous allez voir une image de Vladimir Poutine avec derrière lui, ça c'est quand même unique, hein, des gardes du corps qui transportent, vous allez le voir, des drones. Ça, ce sont des images qui ont été publiées donc le 28 juillet. Vous allez voir derrière le chef d'État russe. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dans la main, ce garde du corps? Il a ce qui s'apparente à un drone. Peut-être, probablement, un drone de défense qui est à proximité donc du chef du Kremlin en cas, on l'imagine, d'attaque de drone au moment donc de ces festivités. Ça, pour tout vous dire, on n'avait jamais vu ça. On est au 3e millénaire. Là, l'époque a changé, y compris l'époque de la protection des personnes. Avant, à distance, il y avait quoi? Il y avait les snipers. On craignait le plus tous les services de protection. Il y avait les fameuses valises blindées qu'on dépliait comme ça, avec il y avait les pistolets. Les voitures blindées. 9 mm voilà, pour les services de sécurité. Mais maintenant, l'arme principale aérienne est venue et elle peut changer la donne, y compris dans nos villes. Maintenant, nous avons déjà, en France, à Paris, vous avez un certain nombre de bâtiments où les drones ne peuvent pas s'approcher. Donc on introduit des règles qui sont complètement différentes. Ça ne m'étonnerait pas que les gardes du corps du président Macron aient la même chose. Alors, voilà ce que dit cet analyste militaire. La garde présidentielle tenait un drone intercepteur Yolka. L'intercepteur percute la cible à grande vitesse, faisant dévier le drone ennemi de sa trajectoire. Yolka, ça veut dire le sapin en russe. Ah ben voilà, on a appris aussi quelque chose aujourd'hui, c'est bien, Yolka, c'est sapin en russe. Un drone, ça arrive très vite. Hein. Moi, j'en ai vu sur les champs de bataille, vous le voyez à peine. C'est entre 150 et parfois 200, 250 km/h. Quand ça tape quelque chose, ça va à une vitesse folle. Est-ce qu'un homme muni d'un drone, un garde du corps, a le temps d'entendre, parce que alors c'est pas un Shahed, hein, un Shahed on l'entend, on dirait une mobilette, etc., etc. Là on parle probablement de FPV ou de drones vampires, enfin de choses qui sont plus rapides, moins identifiables rapidement, etc. Est-ce que ce garde du corps aurait le temps de jeter son drone pour sauver son président? Ça me paraît très douteux quand on le tient dans les bras comme ça comme un gros toutou. Ouais, c'est ça. Je veux dire, généralement, généralement il y a des batteries. Cette question, parce que c'est psychologique, on s'est demandé... Non, mais écoutez, normalement, pour ça, déjà, il faut une alerte, il faut des guetteurs, il faut peut-être des radars. Il faut une équipe et ensuite, il faudrait installer une batterie ou quelques batteries, peut-être sur les toits, etc., pour pouvoir anticiper. Voilà. Bon, ça part très vite, ça part très vite. Mais enfin, il faut quand même l'allumer, entendre le truc. Je pense au GEO et les différentes unités anti-drones, ou même cet été, il y avait 2 gendarmes français en Lettonie, parce qu'il y avait un grand événement, justement pour aider les Lettons avec cette question-là. Ça se fait pas, d'abord ça se porte pas dans un sapin. Oui. C'est pas dans la main, il y a des dispositifs qui existent pour protéger, pour créer une bulle, mais c'est pas une garde du corps qui se balade avec un drone dans la main, en fait. Ce que montrent également ces images, il y a effectivement les aspects militaires dont on peut douter effectivement la capacité de cet agent de sécurité du président russe d'être suffisamment... c'est de cela qu'il s'agit, hein, encore une fois. Si c'est effectivement mais ce que ça dit, mais ça c'était déjà avant l'invasion de la Fédération de Russie, l'invasion à grande échelle en 2022, ça dit beaucoup sur la psychologie de Vladimir Poutine, qui est un homme, on le sait, sur sa sécurité, paranoïaque. Paranoïaque. Et effectivement, il se peut que les drones ukrainiens le terrorisent terriblement. On sait que, par exemple, c'est un président qui ne s'approche jamais des fenêtres parce qu'il a peur de tomber. Ou 5 personnes depuis 3 ans. Exactement. Donc ça en dit beaucoup. Épidémie de chute de fenêtres en Russie. Ouais. Ça en dit beaucoup. La vraie question qu'on peut poser, c'est quelle utilité dans la communication stratégique pour le président russe de s'afficher ainsi protégé. Ça en dit beaucoup plus, à la fois sur sa peur d'être victime d'un assassinat de n'importe quel service secret, que ce soit les Américains, les Ukrainiens ou un autre service de sécurité occidentale, mais ça en dit aussi beaucoup sur sa faible confiance dans l'efficacité de la défense antiaérienne russe. Elle est inexistante. Oui. Hein. Maintenant, dans toutes les prises d'armes, le problème du drone est pris en compte. Hein. Même moi, quand j'étais chef de cabinet gouverneur de Paris, on était encore au balbutiement et c'était déjà une préoccupation du préfet de police de faire un 11 novembre ou le 8 mai avec tout le gouvernement, le président de la République, toutes les VIP sur la place de l'Étoile
et puis de se demander s'il ne va pas y arriver un drone. Il y avait déjà... Alors, à l'époque, il n'y avait vraiment pas grand-chose, vraiment. Mais c'était une problématique dont on parlait. Et maintenant, on est beaucoup plus discret. Maintenant, il y a des fusils anti-drones, il peut y avoir un certain nombre de vecteurs, mais ça, il devrait y avoir une batterie installée discrètement, si vous voulez, ou plusieurs batteries tout autour. On devrait pouvoir sécuriser la zone, faire un dôme pour pouvoir sécuriser la zone. Ce que je ne comprends pas, c'est le type qui porte ça dans les bras. Et puis je ne vois pas quelle rapidité de réaction il a en portant ça dans les bras. En russe, il y a un mot pour ça, c'est pakazukha. Pakazukha, c'est je montre ce truc-là, ça ne sert à rien. Mais c'est psychologiquement... Mais ça impressionne, parce que est-ce que ça fait partie aussi des dispositifs de dissuasion quand on voit, par exemple, un président, vous avez dû le connaître, un président arrivé ou en déplacement avec ses gardes du corps, tout le cérémonial. On se souvient, ne serait-ce qu'il y a quelques jours, de ce convoi absolument gigantesque de voitures se dirigeant vers le golfe de Trump. C'est très impressionnant, disons les choses. Ça fait aussi partie peut-être de la dissuasion. Oui, tout à fait. Encore une fois, pour l'usage de ce drone portable-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quand même des dômes de protection en Russie. C'est ce qu'il y a eu quand il y a eu la parade du 9 mai. Il y en a au-dessus de la résidence de Vladimir Poutine. Parce que quand les Ukrainiens ont lancé leur premier drone proche des tours du Kremlin, il y a eu une forme d'inquiétude. Donc il y a aussi d'autres moyens. Oui, il y a des batteries antimissiles qui ont été... Alors ça, je crois que c'est à Saint-Pétersbourg, sauf erreur de ma part. Ça, c'est à Saint-Pétersbourg. Oui, voilà. Vous l'avez rencontré, vous, Vladimir Poutine. Oui. Dans quelles conditions sécuritaires? On vous le présente, vous arrivez dans une salle, vous êtes fouillé avant. Comment ça se passe quand on le rencontre? Oui, on a de toute façon des invitations. Il y a un contrôle quand on arrive sur la place rouge. Ensuite, moi, je l'ai vu au moment de la remise des lettres de créance. Donc c'était la limousine qui venait du Kremlin, qui venait me... Donc c'est une voiture du Kremlin qui vient vous chercher. Vous êtes seul, vous êtes accompagné, comment ça se passe? Non, j'étais seule, et ensuite il y a d'autres ambassadeurs remettaient le même jour leur lettre de créance, c'était par fournée, et ensuite après la cérémonie officielle, il y a une rencontre avec Vladimir Poutine autour d'une coupe de champagne, et où on a une discussion. Pardon? La coupe de champagne. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais souvent, vous savez, il y a le champagne soviétique et le soviétique champagne. Et en fait, depuis le début de la guerre, je crois, Poutine a dit que le vrai champagne, c'était le champagne soviétique. Oui, il y a une loi qui a été... français ils ont interdit, en fait... n'était que du mousseux. Alors on va lui expliquer que Champagne, c'est une région en France et que, il y a peut-être un lien de cause à effet. Alors, la sécurité, effectivement, est très dense, très importante, parce qu'il y a plusieurs couches de protection auprès de lui. Donc pas au Kremlin, mais par exemple à Saint-Pétersbourg, où il y a eu le salon annuel, le forum économique. Là, c'était très difficile d'y avoir accès. Je me souviens que le ministre, à l'époque, qui était Jean-Yves Le Drian, s'est trouvé bloqué par le service de protection, le FSO. Et j'avais dû revenir en arrière, mais après, on ne pouvait plus bouger non plus. Donc effectivement, il y a un service de protection autour de lui qui est très, très dense et composé de plusieurs couches. On dit de Poutine qu'il a des sosies, c'est vrai ça ou pas? Non. Sosie technique, c'est possible. Non, parce que vous savez, il y a quelqu'un qui a servi au FSO et qui a défecté de ce service. Et en fait, elle a laissé comprendre que quand Poutine prenait l'avion, c'était pas forcément Poutine qui partait de Sochi. Poutine pouvait rester dedans. Mais pour répondre à votre question, ils ont annulé la parade militaire navale à Saint-Pétersbourg. Ils ont annulé le salon militaire à Moscou. Ils ont annulé le salon d'aviation militaire à Moscou. Ils ont réduit la parade d'aviation pendant le 9 mai. Et entre nous soit dit, la meilleure protection antiaérienne le 9 mai, c'était Xi Jinping. Et c'était lui qui servait à Poutine de se protéger. Et il y a autre chose, souvenez l'attentat contre Trump, c'était un déplacement du président des États-Unis et il y avait un tireur quand même que personne n'a vu. Le service secret, pendant 1h30, ne pouvait pas le voir. Où étaient les drones au-dessus de président Trump? Donc on raconte aussi peut-être un tout petit peu trop des choses qui n'existent peut-être pas en réalité. D'accord, oui, donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces présidents-là sont des cibles et qu'ils doivent être protégés pour pouvoir mener à bien leur mission, quelles que soient leurs orientations. Bien sûr, et quand vous êtes un homme du KGB, nécessairement, vous vous méfiez encore plus que
que d'autres, enfin pour Vladimir Poutine. Et au moment des attaques contre Donald Trump, il n'était pas encore président des États-Unis, il n'était pas redevenu président des États-Unis, il l'avait été 45e. Il était déjà protégé par candidat. le Secret Service. Il y avait évidemment, comme pour les principaux candidats, une protection Secret Service, mais il n'était pas président dans les faits. Donc j'imagine que la protection n'est pas tout à fait la même. L'ancien président et candidat, c'est presque le même statut. Hein. Oui, enfin non, la protection, Thomas a raison, n'est pas tout à fait la même parce qu'ils ont dû renforcer justement la protection après cet attentat. Il y a quand même eu une bug qui n'était pas normale, c'est-à-dire ils n'ont pas regardé le toit du bâtiment où il y avait la personne qui est le tireur. Mais par contre, effectivement, un président en place et un président même qui est un ex-président ou un candidat n'ont pas la même protection. Arthur. Et ces images de Vladimir Poutine surprotégé par un service de sécurité impressionnant, tranche terriblement avec les images d'un Volodymyr Zelensky qui n'hésite pas à aller sur le front, qui est protégé également, mais dont les images montrent véritablement un chef de guerre auprès de ses soldats et qui est prêt également à risquer sa vie parce qu'il partage le destin des Ukrainiens engagés dans cette guerre de résistance face à la Fédération de Russie.